Il y a tous ces gens qu'on veut écouter. Ces nouveautés qu'on veut entendre. Il y a les bruits ambiants qui camouflent. Et pour que tout demeure clair dans ce tintamarre, il y a soundsgood.ca. Écouteurs, haut-parleurs et casques d'écoute à réduction des bruits ambiants, la marque québécoise soundsgood.ca redéfinit votre expérience sonore avec ses accessoires audio sans fil de qualité à prix abordable. Visitez soundsgood.ca. De la musique aux oreilles des Québécois depuis 5 ans. Nous sommes le jeudi 1er mai. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin en ce 1er mai. Oui, journée internationale des travailleurs, journée où le salaire minimum au Québec, en tout cas, va augmenter. Un 1er mai, par contre, lorsque vous sortez dehors ce matin, en tout cas, dépendamment d'où vous vous trouvez, on sent pas vraiment le mois de mai. On a l'impression d'être quelque part plus à l'automne. Véronique sera avec nous pour les détails de la météo, mais c'est pas chaud là, ce matin-là. Non, 4 degrés à Montréal. On est sous zéro un peu partout, là. Je regarde Gatineau, Québec, Laurentides, Lanaudière, Estrie. C'est pas chaud. C'est pas chaud. Donc, un mois de mai qui commence dans la fraîcheur, disons-le comme ça. Alexandra Chatzka sera avec nous un peu plus tard à l'émission. Elle va revenir sur ce qui s'est passé en Europe, entre autres en Espagne, au Portugal, une partie de la France aussi qui ont connu une importante panne d'électricité. Vraiment une partie de ces pays qui a été paralysée pendant plusieurs heures et puis c'est peut-être pas totalement réglé. Il y a encore bien des questions qui se posent là-dessus. Alexandra va revenir là-dessus avec nous tantôt à l'émission un peu plus tard. Sinon, Vincent Maisonneuve est à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. On va revenir ensemble sur cette entente donc entre l'Ukraine et la Maison-Blanche. En tout cas, l'Ukraine devrait signer une entente qui aurait dû être signée. On s'attendait à ce que ce soit en février dernier lors de la visite de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Mais là, il y a une entente là, sur les minéraux critiques entre les États-Unis et l'Ukraine. Exactement. L'entente a été signée par la vice-première ministre de l'Ukraine et le secrétaire au Trésor américain. Une entente qui doit, en théorie, paver la voie vers une paix dans cette région de l'Europe. Sauf que la réponse russe, dans les dernières heures, a été de frapper le port d'Odessa, la ville d'Odessa, la ville portuaire d'Odessa, et de minimiser l'impact de cette entente. Je vous explique de quoi il en retourne dans quelques minutes. Parfait, on a appris ça hier soir en toute fin de journée, donc on va revenir là-dessus pour vous expliquer ça comme il faut. Et puis, sinon, il y a déjà une équipe canadienne qui ne fait plus partie du tableau des séries éliminatoires. On va jouer pour la forme. La saison des Canadiens prend fin. Les Canadiens sont éliminés en 5 matchs face aux Capitals de Washington. Et effectivement, donc c'est la fin de l'aventure en séries éliminatoires pour les Canadiens de Montréal, défait hier par les Capitals de Washington. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être que l'heure est au bilan, ou en tout cas, on fera les bilans certainement, mais au final, on ne pensait pas que les Canadiens allaient prendre part à ces séries éliminatoires à plusieurs moments dans la saison. Finalement, l'équipe, les Capitals ont été trop forts, clairement, pour le Canadien. Oui, effectivement, ça a été la fin d'une belle aventure hier pour le Canadien de Montréal. Défaite de 4-1 face aux Capitals de Washington. Encore une fois, des difficultés à l'attaque, de générer en fait quelconque but à l'attaque. Un seul but dans le match d'hier contre des Capitals qui ont toujours été en appétit contre le Canadien de Montréal. Et un autre match qui s'est joué à peu de choses, mais voilà, c'est terminé pour le Canadien. Dans une saison extraordinaire, hier, dans le vestiaire, après la rencontre, bien entendu, les visages étaient longs parce que les joueurs auraient aimé pouvoir poursuivre cette aventure, mais je pense que plusieurs étaient fiers aussi du travail accompli. Personne ne les voyait là en début de saison et les voilà déjà qualifiés pour un premier tour des séries éliminatoires contre les champions de l'Est. On a beaucoup parlé aussi de l'expérience dans le vestiaire et il a été aussi beaucoup question de David Savard, le vétéran défenseur du Canadien de Montréal qui a disputé son tout dernier match dans la Ligue nationale de hockey hier à 34 ans, rattrapé par les maux de dos, par les blessures au cours des dernières semaines, derniers mois, dernières années, a décidé de tirer sa révérence. Une carrière qui aurait été
été grande, qui aurait été importante aussi au cours de ces 4 saisons avec le Canadien de Montréal. Son rôle a été très important pour justement soutenir ces jeunes joueurs qui se sont amenés avec l'équipe. Et donc, c'est une page qui se tourne de ce côté. Donc, vous pouvez tout d'abord entendre Alexandre Carrier qui parle du résultat du match d'hier, mais aussi de l'importance d'aller chercher ce match pour David Savard. Je pense qu'on a eu une année avec beaucoup de hauts et de bas, mais on s'est tout le temps relevé, peu importe les challenges qu'on a eu cette année. Donc, on peut être fiers de cette année-là. Ça a été beaucoup d'expérience pour plusieurs dans la chambre. Évidemment, on veut la gagner pour lui. La carrière qu'il a eue, le joueur qu'il a été, le coéquipier qu'il a été, je pense que il était tellement apprécié dans la chambre. Puis l'impact qu'il a eu sur nos jeunes pendant 4 années, c'est tout à son honneur. Et pour Martin Saint-Louis, le jeune entraîneur-chef de l'équipe, c'était aussi un cap important passé et beaucoup de fierté d'avoir passé cette saison avec ses joueurs. On l'écoute. Mais je pense que la chose la plus difficile, c'est le malaise que tu sens présentement, parce que c'est fini. Mais ça compare à rien à ce qui s'en vient. Moi, je pense que l'expérience qu'on a eue, ça va nous aider. Mais c'est normal le malaise qu'on a, mais c'est encourageant en sachant qu'est-ce qui s'en vient. Voilà, donc déjà le regard porté vers l'avenir. Et donc le Canadien, comme ça, a terminé son parcours cette saison. Je le rappelle, en 5 matchs contre les Capitals de Washington. C'est pas la seule équipe qui a vu son parcours se terminer hier. Le Lightning de Tampa Bay a aussi été éliminé en 5 matchs par les champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers, qui sont allés chercher une victoire assez convaincante de 6-3 face au Lightning. Donc fin de parcours pour eux. Et les Jets de Winnipeg, eux, ont pris les devants 3-2 dans leur série face aux Blues de Saint-Louis. Victoire de 5-3 hier. Et en terminant, parlons des matchs d'aujourd'hui parce qu'il pourrait y avoir une autre équipe canadienne éliminée. Je vous rappelle que les Sénateurs tirent de l'arrière 3-2 face aux Maple Leafs de Toronto et c'est le match numéro 6 ce soir qui sera disputé. Donc peut-être que les Sénateurs pourraient subir le même sort que le Canadien de Montréal. Ce sera surveillé ce soir. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors, Véronique, on le disait au début de l'émission, c'est frais. Oh oui, un mois de mai qui commence dans la fraîcheur ce matin, mais ça s'en vient, là, la bascule des températures. Là. On devrait retoucher la barre des 20 degrés vendredi avec un système. On sera plus près de 15 à 18 en fin de semaine, mais question de quelques jours là, avant que le vent tourne pour de bon et qu'on accroche nos 20 degrés. 20 degrés durables qui s'installent en moyenne le 20 mai sur le sud du Québec. Donc, on s'en va tranquillement vers du temps un petit peu plus solidement chaud, mais pour l'instant, on aura quand même droit à une journée assez clémente. 16 à 17 degrés aujourd'hui, 15 à 17 dans l'ensemble, disons-le comme ça. Plutôt beau temps. Ça va s'ennuager relativement tard cet après-midi. Les averses commenceront cette nuit, cesseront demain mi-journée, début d'après-midi, et par la suite, ça va se redégager. Demain, ce sera plus venteux du sud-ouest avec des rafales à 30-50 km à l'heure, 19 à 21 degrés au thermomètre. Et pour la fin de semaine, c'est pas vilain. Samedi, c'est un petit peu hésitant, plutôt nuageux. Il pourrait y avoir quelques gouttes secteur de l'Estrie, pas grand-chose. 14-16 degrés et dimanche, sous un ciel variable, 16 à 18 degrés. Donc, quand même du temps là, relativement correct pour cette période-ci de l'année. La normale, le jour, c'est 16, 5 la nuit. On va s'en approcher. Donc, du temps saisonnier, mais pas de grande chaleur, mais au moins, on a les valeurs de saison. Du côté de l'Abitibi, ça va s'ennuager en mi-journée. La pluie commencera ce soir. Le maximum, c'est 12 aujourd'hui. 9 à 11 degrés également pour tout l'est du Québec avec des conditions généralement ensoleillées. L'ennuagement se fait ce soir. La pluie est prévue pour demain. En territoire ontarien, ce sont des conditions variables sur la portion nord. 9, 11 degrés également. Toronto-Windsor, un petit peu plus chaud jusqu'à 23 du côté de Windsor. 12 à Toronto, mais averses et risques d'orage possibles, surtout cet après-midi. Ottawa, plutôt beau temps, ennuagement fin de journée. Les averses arriveront cette nuit. Le maximum sera autour de 16. Et c'est du beau temps pour Vancouver, 19 à 25 degrés. 21-22 pour Edmonton et Calgary sous le soleil. Variable vers Regina, autour de 14 aujourd'hui. 14 à Winnipeg sous les nuages. Mais c'est du 25 à 28 degrés pour le week-end qui s'en vient dans les prairies canadiennes. Dites-moi donc, est-ce qu'on sait s'il y a eu des tornades ou des micro-rafales à la suite de ces orages qui ont traversé une bonne partie, en tout cas de l'ouest du Québec et de la région de Montréal hier? Pour l'instant, le mot micro-rafale, c'est vraiment ce qu'on précise pour le phénomène. Il n'y a pas de confirmation de tornade. C'est le Northern Tornadoes Project en Ontario qui enquête sur le phénomène, mais on soupçonne une micro-rafale. C'est quoi une micro-rafale? Ce sont des vents rectilignes qui se déplacent horizontalement tout près du sol et parfois, ça crée des tourbillons qui ressemblent à la puissance d'une tornade. Mais on n'a pas vu de rapport de nuages en entonnoir. Les experts sont en train d'évaluer les débris et tout ça, mais c'est vraiment la micro-rafale qui est mise de l'avant pour l'instant. Et qui peut faire quand même pas mal de dégâts. Oui, de dommages, oui, absolument. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée.
Alors, le président Trump et le président ukrainien devaient signer une entente. Cette entente-là à la Maison-Blanche en février dernier. Finalement, la rencontre avait pas très, très bien tourné. On se souvient de ces images de Zelensky qui avait été même un peu nargué dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Mais voilà qu'il y a eu un accord entre les États-Unis et l'Ukraine au sujet de l'exploitation de gisements de minéraux critiques, de pétrole et de gaz également, Vincent, qui se trouvent dans le sous-sol ukrainien. Oui, et en théorie, ce partenariat entre Washington et Kiev, cette présence américaine sous la forme d'investissement, d'expertise, devrait maintenir à distance l'envahisseur russe. Comment a réagi Moscou dans les dernières heures? Eh bien, selon les autorités ukrainiennes, les Russes ont lancé une attaque de drone contre la ville d'Odessa. C'est une importante ville portuaire au bord de la mer Noire. Et puis, l'attaque aurait fait au moins 2 morts, endommagé des résidences, une école, un supermarché. Et de plus, l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, a déclaré que le président Trump avait fini par briser l'Ukraine, que Kiev allait se ruiner avec cette entente. Dmitri Medvedev qui a même ajouté que Donald Trump, de toute façon, est devenu très impopulaire dans son propre pays. Voilà pour la réaction immédiate de Moscou. Pour ce qui est de l'entente comme telle, la rencontre entre Zelensky et Trump aurait été le point tournant qui a mené donc à la conclusion de l'accord. Cette rencontre-là au Vatican, vous vous en souvenez, les deux hommes assis face à face de façon très intime en plein cœur du Vatican. C'est du moins ce qu'a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine. La vice-première ministre ukrainienne qui a signé l'entente avec le secrétaire au Trésor a donné quelques grandes lignes sur les médias sociaux. On prévoit la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine et pour attirer des investisseurs occidentaux dans les projets miniers, dans les projets pétroliers, gaziers de l'Ukraine. Un partenariat, donc 50-50 des bénéfices, mais les ressources naturelles demeurent une propriété ukrainienne. En échange, les États-Unis continuent d'appuyer l'Ukraine avec, par exemple, des systèmes de défense. La plus grande concession des États-Unis qu'on voit actuellement, c'est que l'entente ne servira pas à rembourser l'aide américaine déjà fournie aux Ukrainiens pour se défendre, mais le président américain assure que les États-Unis vont récupérer encore beaucoup plus d'argent que ce qui a été versé jusqu'à maintenant. As you know, we're looking for rare earth all the time. Rare earth is called rare for a reason. Le président américain dit que son pays est à la recherche des terres rares et qu'on appelle ça des terres rares parce que c'est rare et que les Ukrainiens en ont beaucoup et que l'entente va permettre de commencer l'extraction de tout cela et assurer une présence américaine en Ukraine. Ultimement, ce serait donc un premier pas vers la paix, mais le président Zelensky, lui, redoute une nouvelle offensive russe en provenance du Bélarus. Et Volodymyr Zelensky a répété aux pays européens qui partagent une frontière avec le Bélarus d'être sur leur garde. C'était lors d'une rencontre qui a eu lieu mardi. Look at Belarus. Russia is preparing something there this summer. Surveillez bien le Bélarus, dit-il. L'armée russe y prépare quelque chose qui devrait se produire cet été. Le tout se fait sous le couvert d'exercices militaires, mais c'est une ruse, ajoute Zelensky. C'est toujours de cette façon que Moscou se prépare à lancer ses attaques. Et Volodymyr Zelensky ajoute qui sera la cible. Est-ce que ce sera l'Ukraine, la Lituanie, la Pologne? Espérons que non, mais l'Europe doit être sur ses gardes et prête à intervenir. Merci Vincent. Je vous en prie. C'est Marie-Jeanne Dubreuil qui est avec nous pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Alors, on parle encore une fois dans les journaux de ce matin de l'élection de Mark Carney comme premier ministre, mais on ne parle pas de son élection seulement ici au pays. Il y a une résonance, disons, internationale. Absolument. Apparemment qu'au Michigan, Mathieu, ça parle fort d'élections canadiennes. C'est du moins ce que nous dit Le Devoir ce matin en une. Des journalistes qui se sont rendus dans l'État américain, il faut dire, qui est tout près de notre frontière ici, là, au Canada. Et d'ailleurs, ces électeurs qui ont été rencontrés, qui disent que tout le monde ici, au Michigan, a un lien avec le Canada. Et ces électeurs-là, ces citoyens américains-là, disent que les électeurs canadiens ont été un peu plus lucides que les Américains en faisant leur choix d'aller vers un gouvernement libéral.
Le National Post met de l'avant que ce qui s'est passé aux États-Unis a aidé l'élection de Mark Carney. En fait, le National Post cite un éditorial du Washington Post qui dit qu'en voyant les politiques de Donald Trump depuis son élection, depuis son assermentation par la suite, le vent a tourné pour les libéraux. Ça, on s'entend, c'est pas nouveau, mais c'est en une du National Post et du Devoir ce matin. D'ailleurs, parlant du Washington Post, si vous êtes abonné à des médias américains, ce matin, dans les unes, on parle de cet accord pour l'accès aux ressources ukrainiennes entre les États-Unis et l'Ukraine, comme vous venez de parler avec Vincent. Donc, je passe là-dessus très rapidement. Mais le Washington Post qui nous rappelle que cet accord, c'est difficile de savoir ce qu'il vaut, que ça reste enfin un signe de soutien de la part des Américains tant attendus par l'Ukraine depuis l'élection de Donald Trump. Et le Globe and Mail qui nous rappelle qu'il y a eu certaines tensions de dernière minute avant la signature de cet accord-là. Donc, on peut trouver assez d'informations dans les médias ce matin, tant du côté canadien qu'américain. Et parlant de nos voisins du Sud, la presse nous parle ce matin du discours de Kamala Harris à San Francisco cette semaine. Premier discours majeur depuis sa défaite contre Donald Trump au présidentiel. Elle a appelé les Américains à ne pas se laisser berner par le chaos apparent du début du mandat du milliardaire républicain. Il y a un flou qui persiste sur si elle va ou non tenter d'être réélue, que ce soit à la présidentielle ou comme sénatrice. De retour, disons, au pays, les résultats des élections qui ont un impact sur la politique provinciale. Oui, en deux temps, là, je vous dirais, Mathieu. D'abord, dans le Globe and Mail, on peut lire que les premiers ministres progressistes conservateurs provinciaux, donc de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse, tentent de faire un appel à l'unité là, chez les conservateurs fédéraux. On sait qu'il y a eu beaucoup de tensions, notamment pendant cette élection, parce que Doug Ford et, par exemple, le premier ministre néo-écossais, également Tim Houston, se sont exprimés. Là. Il y a eu des critiques envers le Parti conservateur fédéral. M. Ford qui avait été critiqué par certains conservateurs d'avoir été vu avec Mark Carney et des tensions aussi qui ont eu lieu là, avec le premier ministre néo-écossais. Donc, un appel à l'unité là, de la part des chefs conservateurs des deux différents paliers. Mais à l'autre côté du spectre, complètement, en Alberta, la première ministre Danielle Smith, elle, a annoncé qu'il y a un nouveau projet de loi qui va permettre aux Albertains plus de flexibilité pour peut-être aller en référendum sur une éventuelle séparation. Donc, besoin de moins de signatures, plus de temps également pour avoir des signatures pour éventuellement se rendre en référendum. Sur la scène judiciaire, il y a ce procès des hockeyeurs qui étaient membres de l'équipe junior canadienne qui font face à des accusations à caractère sexuel. Le départ a été difficile, mais là, donc, le procès est parti. Oui, et ce qui a retenu l'attention hier, c'était cette vidéo de la victime dans laquelle elle affirme que tout était consensuel. Mais la couronne qui rappelle que ce qui est important dans ce procès-là, c'est vraiment le fait que le consentement doit arriver au moment même de l'acte sexuel. Et donc, la couronne qui appelle à attendre le témoignage de la victime qui devrait arriver dans les prochains jours. On se souvient qu'il y a 5 anciens membres d'Équipe Canada Junior qui sont accusés d'agression sexuelle dans ce procès. Oui, c'est vraiment cette notion de consentement qui est au cœur du procès. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée. On vous parlait, vous avez certainement entendu parler de ça lundi, c'est l'Espagne, le Portugal, une partie de la France également, qui ont connu une panne d'électricité importante, probablement la plus importante de leur histoire, une des pires à l'échelle du continent. C'est quand même 55 millions d'habitants qui ont été privés d'électricité pendant de longues heures. Finalement, le rétablissement du courant à certains endroits, ça a pris plus de 12 heures. Alexandra Chatzka est avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour, Mathieu. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien, on peut le dire comme ça, pas vraiment de victimes, mais quand même, ça a provoqué un choc de voir cette perte de courant d'électricité d'un coup pour autant de gens. Ah oui, tout un choc. Puis tout le continent le regardait, il faut le dire. Donc, c'est la panne géante a débuté vers 12h30 et pratiquement toute l'Espagne, excepté les îles Baléares et Canaries, une bonne partie du Portugal, comme vous l'avez dit, certaines régions de la France, dans les Pyrénées, qui ont été touchées. Et ça a provoqué pas mal de chaos. Des trains se sont arrêtés, les gens ne pouvaient pas sortir des trains. Et les ascenseurs étaient arrêtés dans les immeubles d'habitation, dans les hôpitaux, dans les centres d'achat. Les feux de circulation ne fonctionnaient plus. Il y avait des embouteillages monstres dans les grandes villes. Et les hôpitaux ont dû ralentir leurs activités, même s'ils avaient des génératrices qui n'ont pas toujours fonctionné. Juste à Madrid, pour vous donner une idée, il y a eu 286 opérations de sauvetage pour sortir des gens du métro, des ascenseurs, etc. Les gens qui n'avaient pas d'argent comptant, par exemple, j'ai parlé avec des gens à Barcelone, ceux qui n'avaient pas d'argent comptant ne pouvaient plus rien acheter. Le système de paiement, évidemment,
était à l'arrêt alors que les gens se ruaient vers des magasins pour acheter de l'eau, des piles, des vivres, etc. Et on se souvient du verglas chez nous, c'était l'hiver. C'était pas mal terrible. Là, c'était au printemps, mais quand même, les habitants de la péninsule ibérique ont été traumatisés, on peut le dire, surtout qu'ils ont été laissés dans le noir par les autorités pendant des heures. Ils ne savaient pas ce qui se passait et quelle était la dimension de cette panne et les raisons, évidemment. Oui, vous avez parlé du verglas. Évidemment, c'était assez simple de connaître les raisons de cette panne-là. On voyait donc ces poteaux tomber, ces arbres tomber sur les fils. On est au printemps, on est en Europe, donc techniquement du temps assez calme. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a causé cette panne-là? Mais non, imaginez-vous que 3 jours plus tard, presque 4 jours plus tard, on ne le sait toujours pas. Et alors, juste, on a quand même quelques indications. C'est le réseau espagnol qui est tombé en panne. C'est lui qui alimente les 2 pays, le Portugal et l'Espagne, pratiquement. Et c'est ce réseau-là qui est en cause. On sait, on le voit sur les graphiques de l'offre et de la demande d'électricité, qu'un événement inexpliqué, encore aujourd'hui inexpliqué, a eu lieu vers 12h33. Il y a 15 gigawatts d'électricité qui ont soudainement disparu du système. C'est 60% de la demande, donc c'était pas rien. 1 seconde et demie plus tard, une autre chute brutale a lieu dans l'approvisionnement et tout le système s'effondre. Et donc, le premier ministre Pedro Sánchez a parlé dès lundi dès mardi au Congrès des députés. Il n'y a pas eu de réponse claire à donner encore. Il a promis une enquête, évidemment, mais la cyberattaque a été exclue. Un phénomène météorologique inexpliqué a été exclu aussi. De plus en plus, les spécialistes pensent que c'est le système qui équilibre l'offre d'énergie de différentes sources qui n'a pas fonctionné. Parce que l'Espagne, il faut savoir, tire son énergie électrique de l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, le nucléaire et les énergies fossiles. Tout ça ensemble, donc c'est un mix qui est géré par une méga compagnie qui appartient à 20% à l'État espagnol, le reste des compagnies privées. C'est aujourd'hui un modèle, l'Espagne est aujourd'hui un modèle de transition vers le tout renouvelable, elle championne toute catégorie. Alors, les sources renouvelables ont doublé au cours des 5 dernières années. Et juste pour vous donner un exemple, le 16 avril dernier, les autorités espagnoles ont communiqué que les sources renouvelables étaient en mesure d'assurer l'intégralité de la demande d'électricité du pays. Alors, juste pour vous dire, c'est surtout l'éolien, 45%, le photovoltaïque, 27%, l'hydroélectrique, 23%. Ils sont vraiment champions, toute catégorie, mais visiblement, c'est difficile à gérer, cette offre-là. Il reste moins d'1 minute, Alexandra, mais ça a des conséquences politiques, cette panne? Ça a des conséquences politiques parce que les adversaires, évidemment, des énergies renouvelables, le Parti populaire, par exemple, le parti de droite espagnol, s'est tout de suite égosillé en disant que l'énergie nucléaire aurait été beaucoup mieux et que des gros investissements, par exemple, dans l'interconnexion et le stockage n'ont pas été faits et c'est pour ça que c'est arrivé. Alors, évidemment, pas seulement en Espagne, aussi en Allemagne. Alice Weidler de Alternative pour l'Allemagne a fait des sorties sur le réseau, sur le X, en disant que c'est un gros avertissement pour tout le continent parce que, évidemment, le pacte vert européen dont on a parlé chez vous préconise ces énergies renouvelables. Et ici, c'est le pays qui est champion à ce niveau-là qui est tombé en panne. Alors, évidemment, des élections au Portugal dans quelques semaines, ça s'était immiscé dans le débat électoral. On va voir des explications probablement dans les prochaines semaines. Ouais, récupération politique de toute cette affaire. Alexandra Chatzka, merci beaucoup. Au revoir. Voilà pour cette édition d'À la Une. Bonne journée. Il y a tous ces gens qu'on veut écouter. Ces nouveautés qu'on veut entendre. Il y a les bruits ambiants qui camouflent. Et pour que tout demeure clair dans ce tintamarre, il y a soundsgood.ca. Écouteurs, haut-parleurs et casques d'écoute à réduction des bruits ambiants, la marque québécoise soundsgood.ca redéfinit votre expérience sonore avec ses accessoires audio sans fil de qualité à prix abordable. Visitez soundsgood.ca. De la musique aux oreilles des Québécois depuis 5 ans.